The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet for its decisive contribution to the building of a pluralistic democracy in Tunisia in the wake of the Jasmine Revolution of 2011. Cinq ans après sa révolution, la Tunisie mène une transition démocratique courageuse, à l'image du prix Nobel de la paix, venu récompenser le travail de 4 organisations de la société civile. Car suite à son accession à l'indépendance en 1956, le pays n'a connu que la dictature de 2 présidents, Bourguiba puis Ben Ali, respectivement au pouvoir pendant 31 et 28 ans. Violation des droits humains, contrôle des médias et corruption banalisée, le parti unique gardait toujours une mainmise sur les élections. Un contexte pesant qui a donné lieu à une protestation massive et sans relâche lors des 28 jours de la révolution du jasmin. Historique, le mouvement précipita la fuite de Ben Ali le 14 janvier 2011 et entraîna la vague de contestation populaire du printemps arabe. Ce qui était inédit, plus de gens mouraient dans la rue, plus il y en avait de gens dans la rue. Et ça, c'était inédit. Avant, la répression a toujours réussi à prendre le dessus par la peur, par la violence, etc. Cette fois-ci, la violence pouvait atteindre son summum par la mort de citoyens, et pourtant, les gens redescendaient dans la rue et ils étaient de plus en plus nombreux. La révolution permit au peuple tunisien de s'octroyer la première élection démocratique de son histoire. Le 23 octobre 2011, les citoyens purent choisir leurs propres dirigeants politiques lors d'un processus transparent pour élire une Assemblée nationale constituante dédiée à la rédaction d'une nouvelle constitution. 3 ans et 4 projets furent nécessaires pour instaurer une constitution ambitieuse le 27 janvier 2014. Beaucoup débattue, elle reflète une grande partie des attentes du peuple, tant la société civile tunisienne, au travers d'ONG et associations, a mené débats et réflexions. Parmi elles, le réseau euroméditerranéen des droits humains pointe l'attente suscitée autour de la mise en œuvre de cette constitution, un enjeu majeur de la transition. Le résultat qu'on a obtenu est quand même une constitution globalement positive qui garantit la majorité des droits et des libertés. Le chapitre sur les droits et les libertés dans cette constitution, la constitution de janvier 2014, est un chapitre tout à fait honorable, tout à fait digne d'un État démocratique moderne et progressiste. Toutefois, depuis la promulgation de la Constitution, ce qui est plus important, c'est l'harmonisation de tout l'arsenal législatif tunisien avec cette Constitution. La majorité des lois en vigueur en Tunisie sont anticonstitutionnelles. Les organisations se sont multipliées depuis la Révolution pour faire le lien avec les citoyens sur les grands enjeux du pays. Un travail nécessaire que tente de faire Albo Sola pour informer et faire participer un peuple qui jusque-là n'avait jamais eu l'opportunité d'exprimer ses choix. Comment faire en sorte que ce citoyen, qui a été pendant très très longtemps exclu de la sphère politique, soit au cœur de l'action politique aujourd'hui, qu'il ait le moyen de s'informer, qu'il ait les moyens aussi de prendre part au mécanisme de prise de décision. Le projet historique avec lequel on a commencé en tant qu'organisation, c'était d'observer les travaux de l'Assemblée nationale constituante en se disant qu'il n'y avait rien de plus important que justement que de discuter la Constitution. Donc comment faire en sorte que ces députés-là qui sont en train d'écrire cette Constitution soient redevables envers le peuple et comment ces citoyens sachent ce qui est en train d'être dit et écrit au sein même de cette Assemblée-là. Après, en 2012-2013, la société civile était très présente. Elle a accompagné tout le processus de rédaction de la Constitution. Certains articles de la Constituante, notamment des articles progressistes, ont été rédigés par la rue, par la mobilisation de la société civile. Je me rappelle toute la mobilisation qui a été faite autour de l'article 21 sur l'égalité hommes-femmes, toute la mobilisation qui a été faite pour s'assurer qu'il y ait cette reconnaissance d'une égalité parfaite entre hommes et femmes dans la Constitution. Seul pays à connaître une véritable transition démocratique et pacifique dans le monde arabe, la Tunisie est souvent perçue comme l'exemple à suivre
à la jointure de l'Europe méditerranéenne et du Moyen-Orient. Mais sa mission suscite encore beaucoup d'interrogations, tant le pays est au croisement de plusieurs difficultés. Le marasme économique, illustré par une chute brutale de 50% du tourisme, obstrue l'avenir de l'investissement. 2 assassinats politiques en 2013 ont porté jusqu'à l'incandescence l'instabilité de la transition. L'été 2015, l'état d'urgence a été déclaré à la suite des attentats terroristes du Bardo et de Sousse. Ces dangers sécuritaires provoquent déception et désespoir dans l'opinion publique. La société civile tunisienne mesure cette déconnexion comme l'ONG Mourakiboun, premier réseau d'observation des élections en Tunisie. Un constat en demi-teinte, une grande partie des jeunes ne se retrouvent pas dans le paysage politique depuis la chute de Ben Ali et basculent entre engagement et déception. Comme on a promis aux Tunisiens en 2011, la démocratie va vous donner de l'emploi. La démocratie va vous donner l'amélioration de vos conditions de vie. 5 ans après la Révolution, c'est un petit peu l'inverse. Les gens ils perdent leur boulot, on a des services municipaux qui ne fonctionnent pas encore, etc. La démocratie, c'est bien, la liberté, c'est bien, mais ce n'est pas systématique. Ça n'apporte pas directement de la croissance. Donc il y a eu une grande désillusion, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes, surtout les jeunes, chez qui on entend « oui, pendant la dictature, c'était mieux, pendant l'ère Ben Ali, c'était mieux ». Et ça, c'est un petit peu le danger d'avoir un niveau d'espérance très élevé ou d'élever la barre des attentes. Et ça continue aujourd'hui, c'est toute une classe politique qui est en complète déconnexion avec la réalité d'une société qui est très jeune, qui a des attentes, qui a aussi des rêves, et c'est une société qui commence à être rattrapée parfois par le désespoir, en fait. Et c'est un des plus grands dangers auxquels on fait face aujourd'hui. C'est d'arrêter d'y croire, de se dire, de toute façon, je ne peux rien faire. Le souci, encore une fois, c'est que tous ces jeunes qui sont sortis dans la rue, qui ont cru, en fait, qui avaient une foi inconditionnelle en la révolution et en la nécessité du changement, se sont retrouvés écartés. Parce que les partis politiques et toute cette classe politique, elle s'est dit, c'est maintenant ou jamais où je vais avoir le pouvoir. À 88 ans, le président actuel Béji Caïd Essebsi symbolise ce manque de proximité de la classe politique envers les jeunes, ces nouveaux déçus de la Révolution. Un fossé creusé davantage par le manque de transparence des dirigeants, députés et personnels administratifs qui entretiennent les réflexes de la dictature. Quand on parle de transparence, peut-être c'était une notion limite utopique dans le contexte tunisien. On ne pouvait pas vraiment parler de transparence vu qu'on était dans un régime autoritaire qui justement, le meilleur moyen justement d'avoir la main mise sur tous les appareils de l'État, c'est de travailler dans un régime d'opacité totale. Le souci, c'est que quand on a commencé, on avait face à nous une administration et des institutions qui avaient une culture d'opacité. Donc on n'avait pas uniquement un problème de procédure, il y avait aussi un problème de mentalité, de façon de faire. Et le souci, c'est que même les députés qui étaient dans l'opposition n'avaient pas l'habitude de la transparence. C'était des gens qui travaillaient en secret. C'était une opposition limite qui essayait de se cacher. Donc du coup, quand moi je viens à un ex-opposant en lui demandant des informations, il est un peu genre non, comment je pourrais te donner ce genre d'informations? J'ai pas l'habitude d'être transparent. D'autres automatismes du précédent régime se retrouvent dans la politique sécuritaire du pays, qui n'a pas entrepris de véritables réformes. Parmi les priorités, l'État et les forces de police doivent améliorer leur capacité de gestion, réduire les mauvaises pratiques et lutter contre un développement de la corruption qui risque de les gangréner. 5 ans après la Révolution, il n'y a pas eu de changement de structure au niveau du système sécuritaire en Tunisie. La police tunisienne, elle n'a pas été formée pour traiter les manifestations d'une manière, entre guillemets, humaine. C'est-à-dire les interrogatoires, ils se font dans des locaux comme l'ère de la dictature, avec plus ou moins le même personnel, avec plus ou moins les mêmes méthodes. Et donc c'est pas une question de volonté. Les gens, ils utilisent le bâton parce qu'ils ont été formés pour ça. Ils n'ont pas été. Il faut reformer la police, reformater l'approche, la méthodologie. Et je pense que ce qui manque, c'est un petit peu la volonté politique. Il n'y a pas une volonté politique pour faire une réforme. Les pénitentiaires en Tunisie sont toujours catastrophiques.
Et c'est pas évident. Combattre le terrorisme dans le respect des droits de l'homme, c'est l'un des principaux challenges qu'on devrait faire face, mais on ne pourrait pas le faire avec les moyens actuels et avec les méthodologies actuelles. Et on ne peut pas le faire sans volonté politique, et je pense que la volonté n'y est pas. Comme un symbole, la rentrée 2015 en Tunisie est animée par une opposition affirmée autour du projet de loi de réconciliation économique. Celui-ci vise à amnistier contre remboursement toute personne impliquée dans des affaires de corruption sous le régime de Ben Ali, afin de restaurer un climat favorable à l'investissement. Le gouvernement entend ainsi contourner le processus de justice transitionnelle inscrit dans la Constitution, qui est chargé de reconnaître les victimes de la dictature et les violations des droits de l'homme pour mettre fin à l'impunité. Pour la société civile et le média tunisien Nawat, qui couvre sur le terrain ces récents soulèvements, cette loi trahirait les acquis de la révolution. Je vous dirais en toute sincérité, même dans mes pires cauchemars, à l'issue de la révolution tunisienne, même dans mes pires cauchemars, je ne pouvais envisager ou imaginer un tel projet. On ne construit pas une démocratie sans déconstruire ce qui s'est passé sous Ben Ali. Et on a l'impression qu'on veut juste oublier, en fait. Oublier. Et je pense que ce qu'il y a de plus dangereux, c'est le danger de l'oubli, en fait, de dire c'est jamais arrivé, passons à autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va se répéter. Si l'opinion publique n'éprouve pas un fort sentiment de réprobation contre la violation de la loi, on n'ira nulle part. Donc le processus de la justice transitionnelle, le processus de poursuite et d'enquête contre ce qui s'est passé, il contribue à cultiver ce sentiment de réprobation contre les malversations, le vol, la corruption, etc. Et c'est ça, après, qui va pousser les choses à progresser dans le sens qu'il faut. Une autre institution reste pour l'instant établie sur les mêmes bases. Considérée comme l'un des grands piliers d'une démocratie, la justice n'a pas encore mis en pratique sa révolution en Tunisie. La première étape d'une réforme commencerait, bien entendu, par la mise en place d'un Conseil supérieur de la magistrature. C'est cet organe-là qui serait le premier responsable de mener cette réforme de la justice, pour qu'elle soit menée par les gens du domaine, c'est-à-dire les magistrats, les avocats et les autres auxiliaires de la justice qui connaissent le domaine et qui pourraient tracer une stratégie globale de réforme de la justice et de l'indépendance de la justice. Le contentieux qui était résolu par la matraque, désormais doit être résolu par le droit et par la justice. Or, quand, entre guillemets, on transfère des compétences, et si on ne donne pas les moyens à l'institution qui reçoit ces compétences-là, elle ne va pas réussir sa mission. Pour faire avancer tous ces chantiers, la Tunisie peut compter sur le principal apport de sa révolution, la liberté d'expression. En 2010, la liberté de la presse du pays se classait dans la liste des 15 cas les plus mauvais de Reporters sans frontières. En 5 ans, la parole s'est libérée autant dans les institutions que dans la vie quotidienne, ce qui a valu un bond de 37 places au pays. La société civile s'est solidement installée dans le débat public et les médias alternatifs tunisiens se sont multipliés pour exercer un rôle de contre-pouvoir, chose impensable sous l'Ancien Régime.
Cependant, le combat doit continuer car les poursuites judiciaires contre les journalistes restent nombreuses, ainsi que la pression du gouvernement, auteur récemment de certains textes de loi liberticides. Un regard que mène au quotidien le bureau tunisien de Reporters sans frontières, à l'image de sa dernière campagne, la liberté de l'information ne tient qu'à un fil. Les grands acquis pour la liberté de la presse et pour les journalistes depuis la Révolution, c'est vraiment 3 textes de loi. D'abord le décret-loi 115 sur la presse, qui équivaut à un code de la presse, c'est-à-dire qu'on ne peut plus envoyer les journalistes en prison. Quand il y a une atteinte pour diffamation, par exemple, ça doit passer par des amendes qui ne sont pas trop fortes, qui sont équilibrées, etc. Ensuite, il y a le décret-loi 116 sur les médias audiovisuels, comment doivent fonctionner les médias audiovisuels, comment ils doivent être financés, les publicités, etc. Et puis là, l'autre troisième victoire dont on parle un petit peu moins, mais qui est pourtant très importante, c'est le décret qui donne le droit d'accès aux documents administratifs. Ça veut dire qu'une loi qui permet à tout citoyen, ne parlons même pas des journalistes, d'aller fouiller dans les archives. Le média tunisien Nawat fait partie de ces rares plateformes d'expression existantes avant la Révolution. Articles, interviews, vidéos, cette plateforme citoyenne exerce un contre-pouvoir en traitant l'information quotidienne de façon indépendante, en prévenant des dérives autoritaires du pays. Nawat a été créé dans des circonstances un petit peu difficiles, sous la dictature. Donc dès 2004, on a voulu procurer une plateforme qui garantit que personne ne sera censuré. Donc c'était aussi bien pour nos propres écrits et également pour les autres Tunisiens qui voulaient s'exprimer et qui étaient quasiment interdits d'expression en Tunisie. Depuis 2011, les avancées acquises sur la liberté de la presse ont permis l'éclosion d'une pluralité de médias qui tentent d'apporter une autre lumière au phénomène de société tunisien. Le magazine en ligne Intifada fait figure d'éléments novateurs et ambitieux dans le paysage médiatique en proposant aux lecteurs une immersion sur le terrain, au plus près des citoyens et de leur réalité. Intifada, c'est un magazine en ligne tunisien qui parle de sujets différents, des sujets de société importants pour les Tunisiens et puis pour l'étranger aussi en ce moment, avec un choix de mise en page et d'expériences de lecture différentes. On veut prendre le temps de faire nos articles et nos recherches et nos reportages en profondeur, en réfléchissant, en essayant d'interroger tous les aspects. Et on veut aussi que les lecteurs prennent le temps de s'immerger comme ça dans un autre univers, d'avoir des informations écrites ou vidéo ou sonores, mais aussi qu'il y ait vraiment une expérience de lecture avec un travail sur la concentration. On est dans l'attention, le web de l'attention. On n'est pas dans le web du clic ou de la notification. Une expérience récente démarrée en 2012 dans le contexte post-révolutionnaire qui fait état d'une réelle avancée en matière de liberté. Il y a une réelle avancée sur la liberté d'expression, ça c'est indéniable, parce que même s'il y a des attaques, même si on est face des fois à des procès contre des citoyens ou face à des acteurs de la liberté d'expression, que ce soit des artistes ou des journalistes, ou des syndicalistes. Malgré tout, on voit qu'il y a cette liberté d'expression là qui a été gagnée. Maintenant, sur la question de la presse, c'est compliqué parce que c'est comme la question de la scène politique. C'est tout un univers qui était là, c'est un système qui était là. Il faut changer les habitudes, il faut changer les systèmes. Changer le système, reformer les esprits, entamer une révolution culturelle, des défis à la hauteur de la jeune société tunisienne. Les instabilités et fragilités qui la traversent depuis la transition doivent être jugées à la lumière de ce que l'on pourrait appeler l'indispensable apprentissage pratique de la démocratie.
Élus, personnel administratif, journalistes, citoyens, comment renverser des mentalités et des habitudes ancrées au travers de 60 ans de dictature ? Comment restituer au peuple la fierté et la dignité qu'il réclame depuis son soulèvement historique ? Comment entretenir l'espoir immense qui s'est fait jour ? Soyons bien attentifs à la situation de ce petit pays d'Afrique, parce que de son succès dépend plus que l'avenir de son peuple. Îlot fragile de démocratie, la Tunisie se révèle une métaphore des défis de la Méditerranée et des enjeux géopolitiques de notre époque. C'est bien ce qu'a souhaité louablement récompenser le Comité Nobel en appuyant sur la scène internationale une nation berceau du printemps arabe. Ce faisant, le prix couronne le dépassement des crises politiques, l'adoption d'une constitution progressiste, des premières élections transparentes et promeut une culture arabe qui espère concilier religion et démocratie véritable. En janvier 2016, le pays entrera dans sa 6e année de transition, la 3e sous l'égide de sa nouvelle constitution. Première ligne de défense des libertés récemment acquises, la société civile est plus que jamais essentielle pour enraciner le dialogue entre l'ensemble des acteurs politiques et les citoyens. L'avenir n'est pas sans menace, mais de l'expérience tunisienne peut émerger les bases d'un modèle pacifique et émancipateur à la portée de l'ensemble du monde arabe.